ici, c'est le temps d'ouvrir plus largement la conversation. Alors donc, c'est l'étape où on va pouvoir poser des questions, faire des commentaires, soit à l'un ou l'autre de nos panélistes. Et s'il vous plaît, quand vous venez au micro, si vous voulez vous nommer votre coopérative pour qu'on apprenne à se connaître et à se reconnaître comme membre de ce grand modèle coopératif. Alors, c'est toujours apprécié. Donc, ben, la parole est à vous, hein, c'est le moment. C'est le moment tant attendu. Et je vais juste vous spécifier que je vais privilégier les personnes qui sont en premier tour de parole pour donner la chance à un maximum, donc, de pouvoir s'exprimer. Écoutez, évidemment, s'il n'y en a pas d'autres, je vais les prendre, mais je vais favoriser les personnes qui sont en premier tour de parole. Donc, on voit des personnes qui s'avancent vers le micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous trois. Merci pour vos présentations. Je suis François Fayad. Je suis de la coopérative Côté Court. J'ai trouvé intéressant ce que vous disiez sur l'agisme, le capacitisme. Puis, dans nos coopératives, on a un réflexe, j'ai l'impression, pour répondre aux difficultés que ça pose au niveau de la participation, entre autres, le fait que les populations sont vieillissantes. Ce réflexe-là, c'est fonder des comités aînés. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que les avantages, les limites peut-être de ce genre de modèle ou d'approche pour parler de ces questions-là? Là, j'y vais vraiment d'une opinion personnelle, OK? Je l'ai dit tout à l'heure, de lier agisme et capacitisme. Pour moi, il y a comme une façon agiste de le voir, c'est de dire, bien, quand tu vieillis, tu vas perdre tes capacités. Donc, je vois un risque là. Puis pour moi, quand on parle de l'âge et s'intéresser à l'âge, bien, faites juste regarder dans la salle aujourd'hui. Il y a un événement qui s'adresse à tous les membres de vos coops et regardez l'âge moyen de la salle. Ça a été vu comme étant un sujet de vieux. Donc, moi, mon point, quand je dis il serait stratégique de s'adresser à l'âge uniquement, et les stratégies qui sont gagnantes, ça a été documenté, l'intergénérationnel a été documenté. C'est vraiment, moi, je fais juste regarder ma fille qui a 30 ans. Elle est beaucoup plus attentive à l'agisme parce que sa mère lui parle de l'agisme. Et quand, madame, vous dites « Qu'est-ce que je fais avec ma belle-fille » ou qui me dit que je n'ai jamais vu mon âge dans mon activité que je proposais à l'enfant, bien moi, quand il y a un comportement agiste, je dis à ma fille « Tu te rends-tu compte de ce que tu es en train de me dire? » Mon âge, je suis capable de le dire, j'ai eu 57 ans, je suis très à l'aise avec mes rides, avec l'expérience que j'ai, puis les revendications qu'on a faites comme femmes, comme handicapées, comme la communauté gay, effectivement, on les a gagnés, ces droits-là, donc il faut les revendiquer, il faut les faire connaître. Puis l'âge, parlons de l'âge seulement. Moi j'ai tendance à dire, parlons de l'âge et intégrons les jeunes parce que tout le monde vieillit. C'est une affaire qui nous concerne tous. Et qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on le vit. Et plus on est sensibilisé, plus on a des comportements. Ne serait-ce que, je vais vous donner un exemple, Madonna qui est botoxée, puis que est-ce qu'elle a le droit de s'occuper de son corps ou c'est parce qu'elle n'assume pas sa jeunesse? Fait que ces conversations d'âge, moi, je trouve que c'est important de les laisser à l'âge. Bien, merci. Oui, allez-y. Alors, Pierrette Trudel, conseil d'administration de la Fédération. Merci beaucoup pour ces vibrants témoignages, communication. Merci aussi au comité d'aînés qui ont permis cette rencontre ce matin.
Alors, j'ai une réflexion à apporter. Il faut se souvenir que les coopératives, en plus de leur fonctionnement démocratique, sont basées sur une pierre d'assise qui est la mixité. La mixité, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, ce qu'elle demande à la base, c'est la bienveillance. Et on oublie. Présentement, au niveau du logement, on assiste aux rénovations. Mais plus près de nous, on assiste aussi à l'âge-viction, c'est-à-dire aux personnes âgées qu'on veut exclure pour des raisons financières, pour des raisons où peut-être c'est plus facile de le tenir loin de nous, les problématiques que le vieillissement peut apporter, que de trouver des solutions, de se mettre ensemble et d'échanger notre richesse. On se prive d'une manne d'or en ayant de tels comportements. Alors, merci beaucoup à vous de nous le rappeler. Merci. J'aimerais répondre. Je vais juste répondre rapidement. L'exemple que j'ai donné, j'ai traité juste la première portion qui était va vivre ailleurs, t'es rendu à l'âge d'aller en résidence, va vivre ailleurs, puis ça continuait en disant oui, mais quand on a créé nos coopératives, nos valeurs, c'était la coopération et bon. Et je trouve que vous avez là-dedans la réponse à ce que le logement privé n'a pas, les résidences pour aînés n'ont pas, c'est que vous avez une culture de coopération. Toutes vos valeurs, puis dans la deuxième activité Brise-Glace, ça a beaucoup ressorti l'aspect des valeurs. Les gens disaient, oui, mais on a des valeurs. Donc, vous avez plus de chances de vous adresser à l'âge et de gagner sur cette diversité-là que peut-être d'autres, parce que c'est fondamentalement les valeurs qui vous ont animé à vous mettre en coopérative. Bien, merci. Alors, Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, d'accord. Il est un petit peu loin. Alors, effectivement, merci à vous tous. Merci pour toute l'information que vous nous avez donnée et aussi, derrière ça, les valeurs. On revient toujours à ça. Que vos organismes, vos mouvements respectifs ont comme base et qui finalement nous rejoignent beaucoup. Mireille Rochon, coopérative Côte et Cour, comité des aînés, et voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est que quand Madame a parlé, entre autres, Madame avec le masque, l'image, ce qui m'est venu, c'est que moi-même, ma petite fille, quand elle m'a vu vieillir, si on peut dire, avec des signes beaucoup plus remarquables que le cœur ou le mental, l'énergie qu'on peut avoir, c'est qu'à un moment donné, elle dit « Ah, mamie, tu as des veines qui sont bien sorties puis qui sont noires. T'es vieille, hein? » Bon, puis je l'ai entendu des années avant avec des jeunes dans le communautaire où j'étais intervenante. Première fois dans le communautaire, ça m'a choquée. Par contre, le langage n'était pas celui que moi, j'étais habituée à utiliser. Mais c'est la vie. Deuxième fois, non, attendez un petit peu. Deuxième fois, ma petite fille, avec qui j'ai des rapports très, très aimants, j'ai reconnu qu'effectivement, il y avait là des expressions qui ressortaient et qui étaient saisissantes, surprenantes, puis qui étaient aussi liées à mon âge. Bon, il y a pas, pour moi, là-dessus, c'est comme naturel. Peut-être que c'est culturel. Je n'ai pas de réponse à ça. J'essaie de m'ouvrir, d'entendre tout ce qui se dit et je m'ajuste par rapport à ça.
L'autre expérience qui me vient, et c'est François, qui fait partie de la même coopérative que moi, et par rapport à ces écarts qu'on peut observer, jeunes, vieux, mais des fois, c'est entre vieux aussi. C'est-à-dire que le rapprochement d'âge est relativement près, à peine 10 ans de différence. Je travaille sur le terrain depuis 2 ans. Donc, je travaille physiquement. Je suis une vieille, mettons, entre guillemets. Je sais que je suis jeune aussi, quelque part. Et entre nous, les personnes plus âgées, on est fondatrices de la coopérative, etc., chacune participe selon là où elle est, avec ce qu'elle est, les capacités qu'elle a. Sur le terrain, on me dit, j'achève. Je vois qu'il y a une inquiétude, j'achève. Sur le terrain, il y a quelqu'un qui a 10 ans plus jeune que moi, que je connais depuis le début de la coopérative, qui me voit travailler l'été, c'est « Arrête, ça ne fait pas partie de tes tâches, t'en fais trop, etc., etc. » À un moment donné, comment je me situe par rapport à ça? Moi, là, travailler sur le terrain, ça me donne l'énergie, OK? Et ça me rapproche des 30 ans, des 40 ans, des je ne sais pas quoi, mais je suis bien. Ça me réconforte. Puis à un moment donné, je leur ai dit, après 2 fois, après 3 fois, je dis, bien, écoutez, je suis une adulte. Je sais ce que je suis capable d'entreprendre. Alors, arrêtez de me passer des réflexions comme celle-là. Je ne suis pas au CA, ce n'est pas moi qui contrôle la participation des gens. Fait que, pour moi, ça, c'est comme, à un moment donné, il faut se protéger de ça aussi, puis il faut s'affirmer. En tout cas, Très bien. voilà. Merci. Merci, Mireille Rochon. On va aller de ce côté-ci. Allez-y. Oui, pour l'affirmation. Christiane Florent, Coop Darling, Hochelaga-Maisonneuve. Je vais être un petit peu terre à terre. Je comprends qu'il y a beaucoup de témoignages intergénérationnels, vie associative, tout ça, c'est très intéressant. Mais moi, je suis plus bâtisse, habitation. On n'a absolument pas parlé de l'adaptation des logements. Je pense qu'il y a une grosse partie du respect qui commence par ça. Il y a un moment donné, il faut mettre des barres de sécurité dans les douches. Il y a plein de choses à faire. Puis, il faut prévoir. C'est sûr, toutes les coops sont différentes. Il y a des constructions, il y en a que c'est comme des blocs appartements de construction neuve. Nous autres, on a des vieilles maisons qui ont été rénovées. Tout est différent, mais ça reste que les besoins, en vieillissant, sont assez les mêmes, hein? J'ai fait une formation continue en géronto au Cégep Marie-Victorin. Il y a des choses de base, là. C'est ça, comme les barres de sécurité dans les douches, l'éclairage, les poignées de porte, toutes des petites choses simples qu'il faut. Il faudrait que ça soit, je parle au monde de la Fédération, là, faut faire de la prévention. Bien. Beaucoup plus de prévention. Puis moi, j'ai toujours cru que quand on respecte les membres dans leur espace membre, logis, bien, ça favorise toute la vie associative, la participation. Ça commence là. C'est des besoins de base. Ensuite, bien, je ne sais pas trop comment, dans quoi on classe ça, mais moi, je vis encore du sexisme. Par rapport, en sélection, il y a encore des membres qui vont dire « ça nous prend des gars là, pour l'entretien ». Quand est-ce que ça va changer, cette histoire-là? Moi, j'essaie, je fais plein de choses. C'est sûr que la plupart du temps, je suis en mode d'apprentissage. Ce n'est pas toujours beau. Mais quand on réussit quelque chose, on est vraiment content.
Puis j'essaie d'influencer à ce niveau-là, mais ça, là, c'est bien, bien long à changer. C'est comme la construction, c'est les gars, puis nous autres, on ne connaît pas ça. Fait que là-dessus, j'ai hâte que le discours change. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. C'est votre tour. Allez-y. Oui, bonjour. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, bon. Oui, bien, je me présente à nouveau. Dominique Pillon de la coopérative d'habitation La Source et membre du conseil d'administration de la Fédération. Donc, c'est ça, j'ai vécu, ça fait déjà 35 ans que je suis à ma coop. Donc, j'ai vécu plusieurs situations. Et je pense que la première règle, pour éviter de préjuger qu'une personne plus âgée n'est pas en mesure de faire quelque chose, c'est de lui parler puis d'avoir son point de vue à elle. Je vous donne un exemple. J'ai un voisin qui a 75 ans et nous, à chaque tour de rôle, on doit déneiger l'entrée. Donc, il y a une couple d'années, je lui ai offert, il y avait 73 à l'époque, et je lui ai offert, j'ai dit, est-ce que tu veux que je prenne ta place pour le déneigement? Il a dit, surtout pas. Il dit, c'est le seul exercice que je fais. Puis, je tiens à le faire. Puis, tu sais, c'est simplement en lui parlant, plutôt que j'aurais pu tenir pour acquis qu'il ne pouvait pas le faire, puis le faire à sa place. C'est pas, je pense que ce n'est pas la chose à faire. C'est vraiment, tu sais, j'ai plusieurs exemples comme ça. On a 2 membres chez nous qui ont fait un AVC dans les dernières années, puis ils sont encore actifs. Des fois, ils ont l'aide de leur fille, l'aide de leur sœur. Tu sais, nous, on fait des efforts, on n'est pas parfait, mais on voit que les gens, habituellement, ont vraiment un désir de rester à la coop et on s'adapte. J'ai parlé de notre doyenne de 93 ans. Sa tâche, elle, c'est de faire tous les appels téléphoniques pour tous les comités. Par exemple, on a changé les ventilateurs. Bien, il fallait qu'elle prenne 40 rendez-vous dans les 40 logements pour les 40 membres pour changer leur ventilateur. Donc, c'est beaucoup d'appels. Puis, c'est une tâche qui est très utile. Elle se sent utile. Elle a sa tâche. Elle a 93 ans, puis elle est très lucide. Puis, tu sais, c'est juste des exemples comme ça. Nous, on est arrivé à donner une tâche à tous nos membres, des plus âgés aux plus jeunes. Et je pense qu'en tout cas, c'est en discutant avec eux, puis en leur laissant exprimer eux-mêmes leurs capacités. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Lynn Beauséjour de la coopérative Montois. Moi, je voudrais m'adresser, c'est plutôt un commentaire, peut-être une question à Québec Émergence. C'est Québec Émergence? Fondation oui? Émergence. Fondation Émergence. Alors, l'an dernier, l'été dernier, j'ai pu participer à un atelier dans le cadre de l'Assemblée générale de la FHCC qui était à Halifax. Et puis, j'ai choisi de participer à un atelier LGBTQ sur l'inclusion. Et l'animatrice, qui était trans, était très étonnée que je participe à son atelier puisque je viens de Montréal. Donc, à Halifax, ils ont un réel problème. À Montréal, on pense que c'est très ouvert. Alors, moi, j'ai participé à cet atelier-là puisque ma coopérative est dans Hochelaga-Maisonneuve. Hochelaga, on a environ 80 coopératives. Et c'est un quartier tellement ouvert. Et la communauté gay aime bien habiter ce quartier-là qui est tout près du village. Cependant, ce que j'ai pu constater dans mon quartier, les gens, une fois qu'ils rentrent chez eux, dans leur coopérative, c'est là qu'ils subissent des problèmes. Alors, c'est étrange parce que dans leur quartier, ils vivent bien, mais une fois qu'ils sont dans la coop, il y en a qui se font malmener. Ça, j'ai trouvé ça très triste. Alors, quand je suis allée dans l'atelier, je lui ai demandé, j'ai dit, as-tu des outils que je ramène ça à Montréal? Et puis, ce qu'elle me disait, c'est qu'à Halifax, ben, ce qu'ils disent au milieu de vie différents, c'est d'aller chercher des organismes communautaires. Et quelle bonne idée. Souvent, on a le réflexe d'attendre que la Fédération fasse quelque chose pour nous. Oui, effectivement, aujourd'hui, le but, c'est d'aller chercher des outils, puis on va aller plus loin, surtout dans l'intergénérationnel, mais aussi peut-être d'aller chercher les organismes autour pour se faire aider. Alors, même dans mon quartier, il y a une trans, moi, qui m'a croisée, qui est tellement malmenée dans sa coopérative, je ne savais pas quoi lui répondre. À cette époque-là, on n'était pas encore rendu à en parler à la Fédération. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez faire ce type d'accompagnement-là, ou du moins, c'est sûr que la Fédération, la FHCQ, va aller chercher des outils, ça, c'est garanti. Mais est-ce que vous faites ce genre d'accompagnement? Parce que je vais propager la bonne nouvelle dans mon quartier.
Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est pas tant de l'accompagnement individuel. Par contre, on fournit pour les milieux d'hébergement des outils, des études et surtout des formations, des ateliers ou même parfois on peut faire des cafés causeries, etc. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, en fait, ça rejoint aussi le propos précédent sur l'agisme, et même on parlait de sexisme tout à l'heure. C'est parfois les milieux et les individus ont du mal à reconnaître qu'en fait tout le monde a un rôle à jouer. Que ce soit, tout à l'heure on parlait du sexisme où parce qu'on est une femme, on ne pense pas à ces personnes-là pour la construction. En fait, on a tous des biais inconscients. Ça, c'est notre cerveau humain, ça fonctionne comme ça. On a tendance à mettre les gens dans des cases. Personne âgée, ça ne peut pas déneiger. Femme, ça ne peut pas faire de la construction. Et les personnes LGBT, elles n'existent pas, c'est de la vie privée, on ne veut pas en parler. Donc tout ça, en fait, c'est des biais cognitifs qu'on fait. En fait, tout le monde a un rôle à jouer. Et je pense que vraiment, nous, l'arme qu'on a choisie à la Fondation Émergence, c'est l'éducation et la sensibilisation. Puisque quand on ose aborder un sujet, ne serait-ce que tous les sujets dont on aborde aujourd'hui, ça éveille une petite conscience en chacun et ça vient autonomiser les gens. En fait, on peut tous en fait décider d'en parler, d'interpeller nos milieux de vie pour voir, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour une meilleure inclusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le sexisme, contre l'agisme dans nos milieux de vie. Donc voilà, nous, ce à quoi on répond, c'est les demandes de formation, la sensibilisation, les outils, accompagnement individuel, pas vraiment, mais on peut référer vers des organismes qui pourraient aider là-dessus. Merci beaucoup. Prochaine personne? Bonjour. Farida Rouigui, coopérative Rousselot. Moi, je voulais parler de la générativité. Je pense que nous tous, là, appartenant à la génération des bâtisseurs, nous avons tous derrière nous une expérience dans le mouvement associatif, les droits de la personne, les droits des femmes. Et je pense que si les jeunes, il faut surtout de l'altruisme et de la bienveillance. Les temps sont difficiles pour les jeunes dans le monde entier. Et je pense que quand ils se sentent, aimés, là, quand on s'intéresse à eux, automatiquement, les choses vont bien. Et là, il y a plusieurs créneaux. Il y a l'écologie. Personnellement, j'ai activé au niveau de fondations en écologie, aussi bien en France qu'ici. J'étais membre fondateur d'une association écologique. Et donc, quand je suis arrivée à la coopérative, les enfants ne savaient pas planter, ils ne savaient même pas rempoter, ils ne connaissaient pas. Et donc, je me suis impliquée un peu. Mais des fois, il y a toujours des leaderships, des frictions. Et puis là, il y a des gens qui, je dis, des empêcheurs de tourner en rond. Et puis, automatiquement... moi, je suis d'un caractère rassembleur et donc je pense qu'il faut toujours persévérer et puis le dialogue, l'altruisme, c'est très important. L'autre volet aussi, concernant la sécurité, parce que nous avançons dans l'âge, les coopératives reçoivent des subventions de différents organismes tels Axélogie, la SHQ, etc. Et ça doit être utilisé à bon escient. Ça veut dire que au fur et à mesure, personnellement, je suis une prothèse du genou et donc j'étais obligée d'installer une barre moi-même. Et la dame qui a parlé de ça, je pense que c'est très important aussi de sécuriser un petit peu les appartements des gens qui avancent en âge. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Moi, je m'appelle Marc Coulombe, je fais partie de la coop égalitaire sur le plateau Mont-Royal. La coop égalitaire sur le plateau Mont-Royal. Je suis surpris encore qu'on est en 2023. On est ici, on vit dans des coops. On a fait le choix de vivre dans une coop. Et le mot coopératif, ça veut dire coopération. On est encore en train de se poser des questions sur notre âge, sur le rapport qu'on a avec les autres et sur notre sexualité à l'intérieur d'un petit groupe. Chez nous, 24 personnes. Et on le vit encore, cette discrimination selon notre âge, l'incapacité de communiquer, et on se fait dire qu'on est vieux, et on est, comme monsieur a dit tout à l'heure, souvent en retour dans un garde-robe. On est en 2023, et la première question qu'on devrait se poser, qu'est-ce qu'on fait dans une coopérative? Si on est là, c'est pour que ces discriminations-là n'existent plus. Puis il existe encore. Mais bravo à cette volonté de changement. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, allez-y, ça serait votre tour. OK, merci. Moi, je suis d'une petite coop dans le centre-sud. On a 10 logements. On a 35 ans, mais enfin, si on compte les années de préparation, c'est parti d'un petit groupe qui travaillait chez ce qu'on appelait les petits frères des pauvres, les petits frères encore, donc tournés vers les personnes âgées à l'époque. Petits frères des pauvres parce que la pauvreté et l'isolement. Mais quand j'y étais, c'est dans les années 70 ou 80 même, c'était l'isolement du 3e âge. Puis on est passé au 4e âge maintenant parce que l'âge croissant, l'isolement croissant aussi, c'est maintenant. Moi, j'y suis plus, mais une des cofondatrices avec moi y est encore, effectivement. Et j'ai une question. Moi, quand je suis arrivé au Québec, la seule discrimination que j'ai connue à l'époque, c'était les maudits français. Celle-là, elle a tombé, j'ai survécu, et puis maintenant, c'est l'agisme éventuellement. Mais ma question, c'est un peu au niveau de l'agisme culturel, au grand sens sociétal. On dit que, c'était peut-être un préjugé, que dans certaines cultures, asiatiques surtout, africaines, les personnes âgées sont comme naturellement ou spontanément très valorisées. Alors je me demande des fois, est-ce qu'il y aurait, vu qu'on a de plus en plus d'Asiatiques et d'Africains et autres qui viennent dans notre société et qui transfusent un peu leurs valeurs, est-ce qu'il y aurait quelque chose à aller chercher là en termes d'exemple ou d'influence, je ne sais pas trop. Mais est-ce que dans vos travaux, vous remarquez cette chose-là? Ça crée quelque chose de positif éventuellement dans notre société en transition et en évolution. C'est donc cette question-là que je pose au niveau culturel général. Puis concernant l'aspect sexualité, si on peut dire, je ne vois pas l'équivalent. Est-ce qu'il y a des cultures qui seraient déjà des modèles? La seule chose qui me semble percevoir, c'est quand on parle des autochtones, on parle de plus en plus que dans leur société, les divers rôles, la diversité des rôles sexuels, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, était déjà d'avance plus valorisée avec un vocabulaire, enfin, donc très présent. Alors je ne sais pas là encore s'il y a quelque chose. En termes de vécu, je trouve que les gens de toutes les transitions sont, dans leur militantisme et leur conviction de changement de vie, assez peu conscients. En termes de vécu, dans notre petite coop, on a une personne qui est transgenre, en transition ou transgenre. Donc, 1 sur 10, on tombe dans le 10% dont on nous a parlé. Et c'est ma voisine du dessus pour dire, mais quand on l'a recrutée, c'était une dame avec des enfants, et maintenant c'est un monsieur. Alors, on a vécu cette transition, on l'a vécu encore actuellement d'une de nos membres qui devient un de nos membres. Et sans mauvaise volonté de personne, je pense que ces personnes-là, comme elle et d'autres, ne réalisent pas à quel point leur changement impose tout un bouleversement mental. C'est plus le même nom, ni le même prénom, ni le même nom, ni la même apparence. Il y avait des cheveux longs, non, ça peut même un homme, mais enfin il y a de la barbe, et des problèmes de santé parce que les personnes en transition, oh mon Dieu, ça n'a pas l'air facile, je peux vous le dire, de ce qu'on constate. Donc cette présence, il a fallu changer dans les papiers, les enregistrements au ministère, les changements de nom, de sexe, c'est plus pareil. Alors, ça impose pour l'environnement et les proches toute une transition mentale. Il ne faut plus écrire la même chose. Alors, on nous met en dessous des signatures des petites indications, le YEL, et puis si. Mais là, il faut réapprendre un peu sa langue. On n'est pas habitué à écrire avec ces trucs-là. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut accorder le participe passé sans que l'autre se sente agressé parce qu'on a oublié le féminin et puis ou qu'on a mis un féminin au lieu d'un masculin? La transition, c'est pas juste les personnes qui l'affirment au milieu de nous. On est obligé à toute une transition qui prend du temps. Peu à peu, ok, là ça y est, on s'habitue au nouveau prénom, on s'habitue à l'apparence, mais il y a encore, on a connu la personne autrement, puis ça se fait pas facilement. Donc c'est des mécanismes à réajuster. Alors je pense que cette conscience-là de ce que ça impose, excusez le mot, mais enfin aux autres, c'est pas très conscient de la part des gens qui affirment leur nouvelle identité et puis qui veulent la faire triompher, mais qui demandent, des fois un peu agressivement, on oublie de mettre le bon nom, et puis ça fait 2 ans, comment ça, vous n'avez pas encore changé vos listes d'envoi, etc. Donc c'est pas facile pour personne.
Il faudrait peut-être avoir une tolérance de deux côtés. Bien, merci. Merci. Il y avait des questions? Oui, merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Oui. Effectivement, puis c'est un peu notre rôle, c'est justement de sensibiliser et d'éduquer les milieux sur qu'est-ce qu'on peut faire pour accommoder ce genre de changement. Je suis très, très conscient que ça peut être perturbant, ça change un petit peu l'administration, il faut dire attention, faut faire attention comment on réfère à la personne. Par exemple, quand on parle de votre nouveau voisin, on peut enregistrer que c'est quelqu'un qui s'identifie comme un homme, donc on commence à référer à cette personne en tant que le voisin en question, en utilisant le bon prénom, le référent voisin au bon genre. Après, oui, on peut comprendre des fois, en fait, les personnes, quand plusieurs fois, finalement, on ne va pas respecter dans une même journée leur identité de genre. Par exemple, votre voisin, si plusieurs fois on lui dit madame, 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 c'est possible que la 4e fois de la journée, on lui dit madame, il va être un petit peu moins de bonne humeur. Et puis, ça peut être ça qui peut générer des frustrations. Donc oui, l'ajustement, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est aussi un challenge. Et c'est ce qui est merveilleux, j'ai envie de dire, chez les êtres humains, c'est qu'on est toujours en apprentissage. Et puis cette personne-là, je pense qu'elle est très, très consciente de ce que ça implique pour les autres, même si cette personne-là peut perdre de la patience des fois, parce qu'elle est confrontée tous les jours au fait d'être mégenrée, du fait qu'on ne s'adresse pas à elle dans le bon genre. Donc elle est consciente de ça, parce que tous les jours, on lui rappelle certainement plusieurs fois. Mais il y avait une militante trans au Québec, à l'aide aux trans du Québec, qui s'appelait Marie-Marcel Godbout, et elle disait souvent que finalement, un petit effort d'inclusion pour une minorité, en fait, ça apporte des bienfaits pour la majorité du groupe, puisque quand on autorise des personnes à être authentiques, et puis dans un milieu de vie, en fait, si on ne peut pas être authentique dans son milieu de vie, on peut l'être nulle part finalement dans la société. Donc quand on permet un petit ajustement pour qu'une minorité puisse exister, en fait, on rend service à la communauté tout entière, parce que c'est le signal pour tout et chacun qu'en fait, on a le droit d'être soi-même dans son milieu de vie. Et ça, je pense que ça n'a pas de coût, et ça mérite complètement les petits efforts administratifs ou les ajustements de langage qui peuvent aller avec, même si oui, ça peut prendre un petit peu de sensibilisation, d'éducation, etc. Et puis nous, à la Fondation Émergence, on est justement là pour ça, pour parler les pronoms, par exemple, comment on peut faire les changements administratifs pour que ça soit le moins compliqué possible. Et c'est des ajustements qui se font très, très bien, mais avec un tout petit peu d'effort à la base, c'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Je répondrai à la première partie. Oui, qui était la culture et l'âgisme. Effectivement, il y a certaines cultures où les aînés sont plus respectés, sont vus comme des sages, et il y a vraiment une proximité intergénérationnelle aussi qui fait que on vit ensemble, donc on comprend mieux la personne vieillissante. Mais on aurait pu avoir quelqu'un sur le panel qui vienne parler de ces sociétés-là qui ont une autre vision. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était plus d'axer sur notre culture, le vieillissement, comment il est vu dans notre culture. Mais on aurait avantage aussi à mieux comprendre et intégrer certaines portions. Mais on se rend compte aussi que même les cultures asiatiques et tout ça, plus on s'américanise, plus on prend nos façons de voir les aînés et on s'éloigne de un peu comme en alimentation qu'on voit. Si je peux aussi, concernant la question de l'interculturel, chez Intergénération Québec, actuellement, c'est vraiment une thématique qui est à l'ordre du jour, si on peut dire. On a travaillé sur un balado récemment qui mettait en lumière l'intergénérationnel et l'interculturel. Et annuellement, il y a un forum à Intergénération Québec qui rassemble des acteurs, des chercheurs. Et c'est dans la troisième semaine du mois de mai, la Semaine québécoise intergénérationnelle, qui est maintenant reconnue à l'Assemblée nationale. Et cette année, c'est le thème de l'interculturel et intergénérationnel. Donc, vous pourrez, c'est quelque chose qu'on va approfondir ensemble à notre journée du forum qui se tient tout près quand même. Cette année, on est en Montérégie à Longueuil le 24 mai prochain. Et on aura l'occasion de faire les ponts. Comment, ça peut être des leviers, l'intergénérationnel et l'interculturel, pour plein de raisons. Oui, les racines culturelles peut-être qui mettent de l'avant peut-être certains rapports différents, de s'inspirer à ce niveau-là, puis de pouvoir travailler ensemble pour faire évoluer les deux dimensions, finalement. Donc, oui.
C'est le 24 mai prochain. Moi, je vous inviterai à aller voir sur le site web, ça serait peut-être plus rapide, d'Intergénération Québec. Vous allez retrouver tous les éléments liés à cet événement-là. Après aussi, aujourd'hui, je pourrais prendre quelques instants, ceux qui veulent en entendre davantage. Mais le 24 mai, à Montérégie et site web, vous allez avoir l'information. À Longueuil, le 24 mai. À Longueuil. Exact. Donc, le site d'Intergénération Québec. Merci pour les réponses. Allez-y. Bonjour. M'entendez-vous bien? Oui. Marie-France Bélair de la coopérative Le Réverbère, 77 logements, 54 dans un bloc d'aînés, 23 dans un autre bloc de famille. C'est quelque chose d'assez spécial. Je voulais juste faire une petite pensée en passant. La dame qui parlait de ses veines sur les mains, j'ai fait la même réflexion à ma grand-mère dans le corbillard quand on allait enterrer mon grand-père qui avait des veines sur ses mains. Tu sais. Ça m'a fait rappeler ça. Et mon pépé qui me disait, mon pépé c'est deuxième mari de ma mère, qui disait, tu sais Marie-France, il dit, oublie pas, il dit, en vieillissant, la peau nous amincit, c'est pour ça qu'on voit les veines, mais il dit, oublie pas que la peau sur le cœur aussi amincit. On devient plus fragile émotivement. Donc, étant consciente de ça, je fais attention un peu plus à moi aussi. Puis je réponds un peu plus aux... Première chose dont je voulais vous parler, c'est effectivement, dans notre coopérative de 54 qu'on est de notre côté, il y a des gens gays. Il y en a 2 qui s'affichent un peu, 2, 3, une que je sais, une autre, je ne suis pas sûre. C'est assez secret, hein? Comme vous dites, c'est pas exposé. On ne les voit pas avec leur chum, on ne les voit pas avec leur blonde, c'est très... Mais même moi, comme personne, des fois, ça me frise dans la tête quand je vois un gay. Tu sais, ça dit « oh, chut! » Puis là, je me dis, ben voyons, Marie-France, il faut que je me parle à moi aussi. J'ai mes c'est quoi le mot? Préjugés. Mes préjugés. Excusez, je vous avertis, des fois, je cherche mes mots. Vous voyez, même mes préjugés, ils ne veulent pas s'exprimer. Deuxième chose que je voulais dire, moi, j'ai eu une conférence, je ne me souviens pas par qui, je ne me souviens pas où on expliquait tous les types d'aînés, tu sais, la régénération silencieuse, les bébés boomers, puis après, je ne m'en rappelle plus, parce que moi, j'étais au bébé boomer, je me suis arrêtée là, tu sais. Mais là, ça m'a fait comprendre dans les relations avec les silencieux de ma coopérative, pourquoi je me cognais des fois un petit peu sur eux autres. Puis en ayant eu cette conférence-là, ça m'aidait à les comprendre, leur silence, entrer en relation avec eux. Une chose que je voulais dire, moi, par rapport aux bébés boomers, dans notre coopérative, il y a au moins 5 personnes qui sont mortes, parce qu'on a des vieux, hein? Puis on ne sont pas toutes mortes très vieux. Puis il y en a une qui est morte à domicile par, comment tu appelles ça, là? L'aide à mourir. On a 3 autres qui sont morts dans la coopérative aussi, de maladie. Ce que je me rends compte, c'est que les bébés boomers, ce que je me rends compte actuellement qui s'y vit, c'est que c'est des personnes qui sont capables d'aller chercher les demandes de services. C'est ça, là. C'est là les baby boomers qui agissent, parce qu'on est tous des vieux dans notre coopérative, de notre côté. Donc, ils vont chercher de l'aide pour le ménage, de l'aide pour ci, de l'aide pour ça. Puis tu vois rentrer du monde, je vois rentrer, je ne les connais pas, mais je vois que c'est de l'aide médicale, l'aide au ménage, l'aide à tout ça. Fait, je trouve ça intéressant, cette démarche-là qui se fait. Une chose qui me fait beaucoup de peine, parce qu'on parle de tristesse aussi, c'est que moi, je suis responsable de l'organisation du ménage en coopérative. Donc, on a des équipes à chacun leur tour qui font le ménage. Puis j'entends parler aussi des gens aussi qui disent, bon, je suis plus capable. Qu'est-ce que je vais faire quand je suis plus capable de participer? Je vais être obligée de m'en aller. J'en ai une amie, Louise, que j'aime beaucoup, qui est sur le CA, qui me dit, moi, j'ai appliqué ailleurs parce que dans 2 ans, quand je ne suis plus sur le CA, j'aurais peut-être plus le goût de travailler dans la coopérative. Donc, je vais m'en aller. Je trouve ça tellement triste. Puis il y a tellement de personnes, les personnes qui ont les moyens financiers de s'en aller dans un endroit plus cher, ils vont le faire. Mais on a 50 de notre coopérative, c'est des gens qui sont subventionnés. Ils n'ont pas les moyens, eux autres, d'aller dans des places à 3 000 $, pas à 2 000 $. Fait qu'eux autres, ils vont rester là. Ils vont subir de l'opprobre parce qu'ils sont plus capables de participer parce qu'ils sont rendus trop vieilles. Tu sais, on a des gens qui ont des maladies dégénératives dans la coopérative. Puis là, ils sont tous inquiètes. Qu'est-ce que je vais faire quand je ne suis plus capable de travailler? Je ne suis plus capable de participer. J'ai appris qu'on peut avoir la moitié de la coopérative, 50 % à moins que je me trompe, me dirais, que ça pourrait être des non-coopérants parce qu'ils ont des maladies ou quelque chose, je ne sais pas trop, je ne suis pas certaine de ça. Mais je sens de l'inquiétude chez les personnes. Puis moi-même, à un moment donné, je suis allée m'inscrire ailleurs pour voir, tu sais. Après, je suis revenue chez nous, je dis, oh non, je suis tellement bien chez moi. Tu sais, on n'a pas le goût de déménager à 75-80 ans, là. Puis je regarde
comme le monsieur disait tantôt, au lieu de dire à une personne, tu ne te ferais plus ça parce que tu es rendu trop vieux, je lui demande, il y en a une à toi et 6 mois, Lily, notre Lily, c'est une de nos aînées, elle a 80, je ne sais pas quoi. À toi et 6 mois, je vais l'avoir. Puis Lily, es-tu encore capable de faire ton ménage? Elle dit, je te dirai, je ne suis plus capable. Mais à toi et 6 mois, je te pose la question, tu sais, puis je fais, tu sais, t'en as une qui va me dire, Marie-France, je ne peux pas faire mon ménage, j'ai une opération du genou, je ne peux pas faire mon ménage, j'ai la COVID, je ne peux pas faire mon ménage, je m'en vais en vacances. Pas de problème, on réajuste toutes les affaires, puis c'est de même que ça fonctionne. Puis je trouve ça important que tous les gens puissent participer. J'ai une autre affaire, je vais vous dire, là, j'ai écrit. Avez-vous bien d'autres pages de même? Ou? Non. C'est-tu trop long? Je peux m'arrêter. Non, allez-y, mais de façon concise, qu'on va remettre aux autres. Trop, OK, excusez. Oui. Étant une coopérative d'aînés et de jeunes, au début, on est la 10e année, on a beaucoup participé, les aînés, à aider les familles, parce que c'est pas drôle d'arriver à une coopérative avec des enfants, c'est de l'ouvrage. Maintenant, on est pas mal plus vieux, on a 60 et plus vieilles. Fait que là, on les dit aux jeunes, débrouillez-vous un petit peu. Là. Fait que là, on participe moins auprès des familles. On les laisse plus se débrouiller. Puis là, je me dis, ça me fait penser à une famille normale. Tu sais, tu as des enfants, tu les appuies beaucoup, puis après, tu te débrouilles. Puis là, ils ne sont pas trop conscients qu'est-ce qu'on a fait pour eux autres. D'un coup, ils deviennent parents. Là, ils savent ce que c'est être parent. Fait que là, ils reviennent à nous autres. Ils reviennent à la compréhension qu'est-ce que c'est qu'être un parent. Fait que j'espère que les familles vont venir, à un moment donné, nous aider, nous autres aussi. Puis là, je pensais à ça tantôt. Je pense que je vais envoyer une demande d'adoption chez les familles. Il y a-t-il un qui veut m'adopter? Venez m'aider. Merci. Merci beaucoup. C'est votre tour. Oui, Huguette Nolin de la coopérative Petite Patrie. Moi, je voulais dire que souvent, c'est nous-mêmes qui nous isolons, qui nous mettons de côté, qui nous disons « Ah, je suis trop vieille. Ah, je sens que je ne fitterai pas dans le décor. Ah, est-ce qu'ils vont vouloir de moi? Ah. » Tout le temps, des questions de même, tout ça. Il faudrait que dans les milieux, les gens aillent les chercher, ces gens-là. Les attirent puis leur disent, bien, tu es capable de faire ça, ça serait le fun que tu puisses le faire, ou des choses de même. Leur trouver des petites tâches, des petites affaires à faire qui seraient importantes pour eux autres. Puis quand il y a des activités, aller les chercher. Ils restent dans leur chambre, ils restent dans leur appartement, puis ils ne sortent pas. Fait qu'il faudrait aller les chercher, ces gens-là, pour les amener à faire quelque chose avec le groupe. La chose aussi que j'ai entendue tout à l'heure, c'est d'adapter les logements. Je trouve ça important, tout ça, parce que moi ça fait pas longtemps que je suis en coopérative, ça fait depuis le 1er décembre. Bien, le 26 novembre, la première fois que je suis allée à mon logement, c'est des petites marches qu'il faut descendre, puis c'est des marches en pierre. Bien, j'ai planté, je me suis assommée, puis je me suis fait une commotion. Fait que je me disais, bien, ça serait le fun qu'il y ait des rampes, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est de demander aussi, tu sais, les gens, ils ne peuvent pas deviner que moi, j'ai besoin d'une barre dans ma chambre de bain, j'ai besoin d'une rampe dehors. Tu sais. Fait qu'il faut aller devant, puis on le demande. Si c'est non, ça sera non. Puis si c'est oui, bien, tant mieux, on aura fait l'effort, puis tout ça. Puis, en dehors de tout ça, l'affaire qui m'a un peu choquée, bizarre, c'est quand j'ai téléphoné, peut-être il y a 2 mois, à la Caisse populaire. Là, ils disent, si vous avez plus de 70 ans, pèsez sur le 1. Ah. Pourquoi? Tu sais, pour eux autres, préviennent, puis ils disent, bon, on va y aller mollo, c'est des petits vieux. Ou ben donc dire, bon, elle, on va dire non en partant. Ou, tu sais, pourquoi ils nous ont dit ça? Fait que je trouve que ça serait une bonne question à creuser, là. La prochaine fois, demandez-le, pourquoi 70 ans? C'est quoi la limite? Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madeleine Coutu, Coop Sainte-Cécile. Là, je voulais juste intervenir par rapport à... On parle d'aménagement de logement, soit pour une barre dans la salle de bain. Excusez-moi. Et bon, on va juste parler de cet exemple-là, mais je me suis demandé, serait-il pas mieux de parler... Nous, chez nous, je vais donner un exemple. On a un comité entretien. Bon, entretien des bâtiments.
À l'intérieur de ce comité... Ah, c'est gentil. Ça va. Merci. À l'intérieur de ce comité-là, j'étais en train de me demander si on ne devrait pas former un sous-comité qui pourrait s'appeler Santé et sécurité à travers la coop. De telle manière, on détourne l'identification des bars puis de tout ce qui nous handicape pour juste qu'on mette ça dans un comité de santé et sécurité. Il me semble que c'est plus inclusif. C'est plus... Si on ne juge personne, c'est normal. L'autre question sous-jacente, à l'adaptation des logements, jusqu'où on va? Parce que ce sont des logements construits pour des familles, blabla. Mais dans ces adaptations-là, jusqu'où on va? Ça, c'est une grosse question que je me pose aussi. Voilà, c'est tout. Merci. Bien, bien, merci. On peut aimer ça, une barre dans la douche à n'importe quel âge, hein? Moi, j'aime bien ça. J'en ai une chez nous. Madame, vous me devancez. Mon nom est Francine oui. Fauché de la coopérative Rousselot. Alors, moi, j'ai une cousine qui, demain, aura 77 ans. Elle ne vit pas en coopérative, contrairement à moi. Ça lui arrive de temps en temps de me demander comment ça va. Est-ce qu'il y a des choses que j'aime, que j'aime pas, ou qui pourraient être améliorées? Alors, j'ai dit, dès le début, il n'y a pas de bar dans la salle de bain. Et évidemment, quelqu'un qui tombe pourrait s'assommer. Elle me dit, c'est parce que tu vis dans une coopérative, Francine, tu ne vis pas dans une bâtisse de vieux. Parce qu'elle, elle appelle ça comme ça. Et là, de lui répondre, comme je répondrais d'ailleurs à n'importe qui, et ce n'est pas une attaque ou une insulte, c'est quoi la différence si on tombe dans la baignoire et qu'on s'assomme solide, au point justement d'en faire une commotion qui soit plus ou moins grave, qu'on en revienne plus ou moins bien à la normale? C'est quoi la différence qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 90 ans? Bien, il n'y en a pas. C'est le même risque. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste grosso modo là, une quinzaine de minutes là, d'échange, conversation. Puis je me dis, bien, profitons donc positivement de nos invités. Alors, s'il y en a qui ont des questions pour les invités, bien, ces personnes sont là pour nous répondre, pour nous peut-être donner des pistes, pour réfléchir avec nous. Alors, donc, on en profite. Allez-y. Lise Pellerin, je suis dans une coopérative Rosemont. Je suis assez récente dans le milieu. Et moi, par rapport au sujet actuel, je m'interroge en termes de société, parce que je trouve ça super intéressant, là, intergénérationnel et tout. C'est qui fait ces choix-là? Parce qu'actuellement, moi, je vois des coopératives, j'ai quand même magasiné un peu, je vois des coopératives familles, ils prennent que des familles. Il y en a qui c'est que des aînés. Qui s'est créé. Je juge pas ça. Là. Je fais juste constater la situation. Mais j'entends qu'il y en a beaucoup qui s'est mixé. C'est formidable. Mais je sens qu'on commence à en entendre de plus en plus parler. On parle aussi de garderies, d'un RPA, des garderies à même les RPA. Je trouve ça super génial. Mais la décision, elle se prend où? Parce que on parle de société, là. Hein? On a une population qui vieillit de plus en plus. Alors, qui va déterminer? La Fédération, elle a sûrement un rôle à jouer là-dedans. Comment qu'on détermine la constitution ou la manière que ces coopératives-là vont exister? C'est un peu ça ma question. Je trouve ça génial. Je peux répondre? Oui, bien, alors, allez-y. C'est lorsque le groupe de personnes qui se réunit au départ, avant de signer les lettres patentes, puis d'aller soit à la SCHL ou à la SHQ, détermine la mission de l'organisme. Donc, c'est bien ça. Alors, ce sont les personnes fondatrices qu'on appelle souvent. Au départ, là. J'imagine qu'il y a une décision sociétale, la société aussi. Oui, c'est sûr que... Il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous là-dedans. Alors, comment ça... Mais comme dans Hochelaga, Maisonneuve... Bien, moi, je ne veux pas embarquer dans la réglementation des coops. C'est vraiment pas mon secteur légal. Je veux vraiment pas embarquer là. Bien, puis je ne connais pas le rôle que la Fédération veut jouer, va jouer, vous accompagne. Donc, je ne veux pas m'embarquer sur un terrain glissant. Et j'ai vu plusieurs questions de sécurité. Puis on n'a pas répondu parce qu'on n'a pas été interpellé pour venir parler de ça. Mm-hmm. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est... Tantôt, quand je vous ai montré les chiffres en vous disant que les 75 ans et plus, 83%
vivaient à leur domicile de façon autonome et qu'une coopérative, un logement locatif dans une coopérative, c'est un domicile. Et comme n'importe quelle personne qui tranquillement perd de l'autonomie, vous avez accès et vous avez droit à des soins, des services de soutien à domicile. Donc, de l'aide alimentaire, de l'aide domestique, votre CLSC. Donc, vous n'êtes pas, parce qu'il y a une légère perte d'autonomie, obligé de quitter votre... Puis, si vous avez besoin d'une barre et d'adaptation, CLSC va faire la démarche. Donc, là, comment, après ça, une fois qu'on a identifié qu'il y a besoin des barres, est-ce que vos coopératives sont obligées d'accéder? Je veux pas embarquer là, je ne saurais répondre. Je pense qu'il faut payer là, pour sécuriser sa salle de bain. Là. Parce que moi, Ben, j'ai eu à aller au CLSC. Et donc, je ne peux pas répondre à ça, là. C'est très pointu comme question. C'est un sujet très intéressant, mais ce qu'on entend surtout, c'est que l'inclusion, ça passe par le très concret aussi. Alors donc, oui, il y a divers programmes, diverses façons, etc., mais bien sûr qu'on ne peut pas répondre de façon très, très précise à la façon de faire dans chacune de vos coopératives pour ce matin. Mais on comprend que c'est important, ça fait partie de cette grande famille qu'on appelle l'inclusion. Je vais en profiter pour faire un push sur le guide de l'accessibilité universelle qui est offert sur le site de la FHCQ. Donc, là-dedans, vous allez trouver beaucoup d'informations où s'adresser pour rendre accessibles les salles de bain, où aller chercher les subventions. Alors, je prends la place de Marie-Lise aujourd'hui, là, mais bref. Moi, je pourrais rajouter... Merci. Donc, c'est sur le site. Est-ce que j'ai bien compris que c'est sur le site de la FHCQ? Très bien. Alors, le guide de l'accessibilité universelle sur le site de votre fédération. Hein? Un autre outil. Un autre outil. Rajouter un élément Oui. avec la question de madame. Vous posez la question qui va faire évoluer les politiques? Où est-ce que ça joue? Moi, je vous dirais, n'hésitez pas au niveau municipal présentement. Il y a beaucoup d'initiatives qui se développent. Moi, je parle au niveau intergénérationnel, mais dans les pratiques, dans les cultures, dans les politiques. S'il y a un bon côté des dernières années de crise sanitaire qu'on a eu, c'est la mise en lumière de la problématique de l'isolement et des aînés. Et dans l'aspect de la participation sociale des aînés, beaucoup de municipalités ont ce qu'on appelle le plan MADA, Municipalité Amie des aînés, dans lequel la dimension intergénérationnelle, et pas juste intergénérationnelle, mais la dimension de la participation sociale et de l'inclusion est devenue à l'ordre du jour, si on peut dire. Et nous, récemment, on a accompagné la ville de Longueuil, qui n'est pas rien, c'est une grosse ville, et qui ont mis en place un conseil de citoyens aînés jeunesse dans l'objectif de ces gens-là fassent des recommandations aux élus pour qu'il y ait une culture intergénérationnelle qui se développe sur l'ensemble du territoire de Longueuil. On a fait la même chose avec Vaudreuil, Dorion, prochainement avec Mégantic, les MRC de Charlevoix. Donc, il ne faut pas hésiter. Des fois, il y a des subventions qui existent, mais il y a surtout de faire entendre puis de travailler en collaboration avec ces grandes instances-là qui ont des pouvoirs d'agir quand même importants. Puis, il y a vraiment un momentum présentement pour changer les choses. Puis, étant des milieux de vie comme vous êtes aux premières loges un petit peu de ces enjeux-là qui sont un reflet de ce qui se passe plus largement à l'ensemble de la société. Donc, cogner aux portes, aller voir les élus. On parle de cohabitation, on parle de mentorat aussi, mais il y a des gros enjeux qui, dans le moment, là, il y a un terreau fertile pour transformer des pratiques de cloisonnement aussi. Donc, on cloisonne souvent les activités récréatives, sociales, tout ça en termes d'âge. Puis, il y a un virage présentement, mais vous êtes invités à aller vraiment cogner à la porte des élus aussi, puis de pouvoir travailler ensemble pour changer les choses. Bien, merci. Allez-y. Bonjour, moi je suis Nadia, je suis de la coopérative Le Réverbère. On a côté aîné, côté famille. Moi, j'ai de la misère à chaque fois avec le mot côté famille. Parce qu'à un moment donné, oui, on a toutes des familles, mais à un moment donné, on vieillit, hein? Puis les enfants aussi. Puis oui, OK, il y a souvent un roulement, genre une autre nouvelle famille qui embarque, tout ça. Mais admettons qu'on vieillit toutes, puis à un moment donné, il n'y en a plus d'enfants. On devient quoi?
Un autre modèle de famille. Oui, je sais, une coop, mais le principe qu'il faut que ça soit côté famille, genre, à un moment donné, il disparaît. Tranquillement, tu sais. Fait que vous pouvez vivre des craintes aussi. Comment? Vous pouvez vivre des craintes aussi. De dire, ben là, si nous ne sommes plus une famille ou ce qu'on pense être le modèle d'une famille, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, parce que comme du côté aîné, il y a, ben là, c'est une chambre ou deux, mais tu sais, nanana. Puis là, nous autres, ben on a des 5,5, on a ci. Là, maintenant, on se ramasse tout seul. C'est comme, en tout cas, tu sais, je trouve qu'on on met des étiquettes, mais dans le fond, ça devrait être accessible pour tous, tu sais. Puis justement, comme le problème qu'on a, comme le côté famille qui, mettons, il y en a qui vont participer, mais il y en a beaucoup qui ne participent pas ou qu'on a de la misère à gérer telle et telle affaire parce que les aînés étaient beaucoup là pour nous. Mais là, à un moment donné, justement, tu sais, si ça serait tout mélangé, bien peut-être qu'il y aurait de l'air diversifié puis qu'on serait comme... il y aurait des besoins à combler sur tout, tu sais, qu'on comblerait, là. En tout cas, moi, c'est juste que ça me met la puce puis c'est comme, à un moment donné, ça ne marche plus, là. Fait que c'est juste ça. Bien, merci. Merci. Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux réagir à ça? Ça oui, la absolument. dimension, en fait, ça m'interpelle énormément parce qu'on réduit dans certains milieux. En gros, il y a 2 cases qui sont offertes, aînés, famille. Vous êtes au moins 2 personnes à dire ça, alors qu'il y a plein de personnes qui vont entrer dans aucune de ces 2 cases-là. Donc, c'est une bonne illustration de... On a tendance à vouloir enfermer les gens à tout prix dans des cases. Et puis, c'est aîné, famille, mais si on est... célibataire et qu'on n'est pas dans la catégorie aîné, où est-ce qu'on a une place dans le milieu des coop? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais oui. Fait qu'il y a une cloison, puis il y a une réflexion collective à faire. Hein? C'est ce que j'entends. Puis intergénération, souvent, on le voit comme étant 2 clans, mais c'est plusieurs générations. Hein, aussi. Mais je te laisse continuer, Julien. Non, c'était, voilà, j'ai terminé, mais c'est très symbolique pour moi, effectivement, quand dans le vocabulaire, on utilise beaucoup le terme famille, comme si c'était la seule possibilité. C'est très, je vais utiliser un gros mot là, c'est très hétéronormatif comme valeur de considérer qu'on est forcément obligé de se marier, de faire des enfants, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas accéder à cette classe-là, cette étiquette-là. Donc voilà, moi je suis toujours très sensible à la façon dont on utilise le terme famille, même dans les milieux aînés. Les milieux aînés, c'est stationnement réservé à la famille, la visite de la famille, c'est de telle heure à telle heure. C'est aussi une forme d'agisme, en fait, parce qu'on serait plus âgé. On considère que ton seul cercle social envisageable, c'est forcément celui qui est intrafamilial, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de lien avec leur famille. C'est très vrai pour les personnes LGBT, mais c'est très vrai pour les personnes qui ne sont pas LGBT. Tout le monde n'est pas dans un modèle familial, et j'ai envie de dire heureusement aussi. Merci. Il y a Marie-Claude qui veut... Je m'excuse. Là, on arrive vers la fin, hein, ça commence à bouger dans la salle, on commence à échanger entre nous. Il y a Marie-Claude qui voulait prendre la parole aussi sur le sujet. Allez-y. Moi aussi, Julien, je suis fortement interpellée sur cet aspect de la famille. Et je fais un lien avec l'agisme, et je trouve ça drôle que ce soit probablement une de nos plus jeunes dans la salle qui amène cette question-là. Pour moi, la famille, quand vous questionnez la famille, puis vous dites famille avec les enfants, les aînés de l'autre côté, regardons ce qu'on a fait au niveau des mesures de conciliation travail-famille. On s'est intéressé à la parentalité. Que faisons-nous de la proche aidance de nos parents vieillissants? Comment concilions-nous et accommodons-nous le travail de ces gens-là? Et je dirais, c'est encore pire que ça. Nous avons un ministère de la Famille et les aînés sont rendus au ministère de la Santé. Ouais. Je me limiterai à ça, mais ça m'interpelle beaucoup. Oui, vous avez semé ça dans nos têtes.
Merci. Et nous avons perdu la ministre, je ne parle pas de la personne, mais nous avons effacé du titre du ministre des Aînés l'aspect de la proche aidance. Bien. Oui, alors, allez-y. J'ose presque pas parler après ça. Ça devrait être le mot de la fin. Mon prénom, c'est Colin. Je suis directeur à la vie associative à la Fédération. Donc, j'ai eu des questions tantôt. Est-ce qu'on va retrouver les outils proposés ici sur le site Web, tout ça? Louise et son équipe travaillent fort là-dessus. Donc, oui, on va les avoir. Une petite parenthèse, puis j'arrive avec ma question. Pendant longtemps, on disait, pour vivre en santé, ça prend la diète méditerranéenne. Puis une de mes amies du sud de la France, son père disait toujours, oui, mais on prend 2 heures pour dîner aussi. Hein? Fait que c'est pas juste la nourriture, c'est aussi... fait que dans les dernières recherches au niveau des zones bleues, là, les zones où il y a beaucoup de centenaires, un des constats, c'est que souvent, ces gens-là vivent tous ensemble, intergénérationnels. Donc, souvent, il va y avoir des soupers pendant la semaine où les enfants, toutes les générations vont être assis ensemble et ils vont danser ensemble aussi. Donc, ils vont continuer à vivre comme ils vivaient, peu importe l'âge. Fait que je peux nous souhaiter ça comme milieu de vie dans nos coops. Je ne sais pas si vous êtes au courant, quand on est dans une coopérative, on a 3 chapeaux, il paraît. Hein? On a un chapeau de locataire, on a un chapeau de membre et on a un chapeau de propriétaire. Moi, ma question pour le panel, c'est on veut bien faire. Mais des fois, on a l'impression que la seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner. Puis, quand on cherche des ressources, quand on cherche comment bien faire, est-ce que pour le dernier quelques minutes qui restent, vous auriez des suggestions à nous faire? Merci. Le bien faire quoi? Merci. Oups! C'est que dans mon rôle, je reçois beaucoup de questions de gens dans les coopératives qui sont avec des gens qui sont vraiment en perte d'autonomie, qui sont, je pourrais donner un cas où, bon, c'est une personne qui reste dans son lit et qui reçoit 3 à 4 soins par jour du CLSC. Donc, la personne sauf qu'à un moment donné, la coopérative, quand ils ne sont pas venus pendant une fin de semaine, la coopérative s'est sentie tout à fait dépourvue. Puis elle a dit, bien là, on fait quoi? On réagit comment? Nous, on n'a pas de mandat par rapport à cette personne-là. Là, il y a une personne qui est venue faire l'entretien de la maison, mais ce n'est pas une préposée aux bénéficiaires. Fait qu'elle a pris tous les draps souillés, puis tout ça, puis elle a mis ça dans la laveuse de la coopérative. Puis là, les gens ont dit, oui, mais là, ça va faire de la contamination croisée. Bon, fait que... Et il y a le fait aussi qu'on veut garder les gens dans les coopératives le plus longtemps possible, mais à un moment donné, quand les travailleurs sociaux font une analyse, ils vont évaluer l'impact sur les proches aidants. Moi, je commence à parler aux gens et dire, oui, mais est-ce que vous avez évalué aussi l'impact au niveau de la coopérative? Puis là, on essaie de faire ça des bonnes façons. C'est quoi les bonnes façons? C'est ça qu'on cherche. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé tout le monde parler parce que je me disais, les gens parlent beaucoup comme locataires, comme membres vivant dans une coopérative. Mais je pense que ces questions-là se posent aussi. Fait que, puis on aura la chance d'y revenir, là. On revient à une question de droit là-dedans. Ben oui. Donc, moi, je vais... je laisse probablement c'est Patrick qui va finir la conversation. Il pourra peut-être finir sur cet aspect-là. Mais en termes d'accompagnement, avec ces différents chapeaux-là, je vais dire la chose suivante. Je ne pense pas que vous êtes des proches aidants. La coopération ne fait pas de vous des proches aidants. Puis je vous dirais qu'il y a une des façons de faire qui pourrait être utilisée, qui est une façon utilisée dans les RPA pour personnes autonomes. Quand tu entres dans une résidence, on te demande de mettre le nom de 1 ou 2 proches
à contacter en cas de problème. Et ça n'a rien, je vous dirais, mettez donc ça dans vos règlements, où est-ce que quand vous vous rendez compte qu'il y a un problème, bien, référez le problème aux proches. Et ça pourra, si la personne choisit de mettre Ginette, qui reste à 3 portes de chez eux, parce qu'elle a vraiment une relation avec elle, bien, cette personne-là agira comme proche aidante. Mais vraiment, moi, j'aurais tendance à vous dire, faites attention à ne pas outrepasser. C'est son domicile, c'est sa vie, c'est ses droits. Vous n'avez pas à vous immiscer dedans. Elle a le droit d'aller chercher les services qu'elle veut. Elle peut refuser les services qu'elle veut. Donc, moi, je pense qu'une des façons faciles, simples de le faire, c'est de l'amener au niveau des proches de cette personne-là. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler avec la Fédération, j'ai une de mes collègues au niveau de la maîtrise que j'ai appelée, puis qui est à l'aide juridique, puis j'ai dit, avez-vous des plaintes, puis qu'est-ce qu'on fait comme ça? Puis elle a dit, à un moment donné, bien, c'est le 911 qu'on fait, puis on enclenche, puis vous allez tous avoir cette difficulté-là de faire ça parce qu'il y a le volet de la coopération, de la collaboration, vous allez vous sentir coupable de le faire. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, ramenez-le le plus possible aux familles et aux proches. Bien, merci. Oui, mais on peut avoir des proches aidants. C'est pour ça que je pense que Marc-Claude disait que la personne choisisse elle-même les personnes, ces personnes significatives, en fait. Bien. Il y aurait peut-être, pour donner suite à ce que Colin mentionnait, c'est sûr qu'à Intergénération Québec, nous, on offre de la formation, du suivi, de l'accompagnement pour des organisations qui veulent développer une culture intergénérationnelle. C'est quelque chose qui peut se faire et qui se fait pour les membres dans le milieu pour développer un peu, trouver des astuces, développer cette solidarité-là qui, après, dans les retombées, peut contribuer peut-être à développer à re-questionner les formules de collaboration et de coopération qui est présente dans le milieu. Ça, c'est une chose. Puis moi, j'ai eu l'occasion de coordonner une résidence, une OBNL pour aînés aussi. Puis je veux dire que les enjeux que vous nommez sont présents dans tout milieu de vie qui arrive avec des problématiques de maintien à domicile, de perte d'autonomie, et comment faire. Puis là, c'est très, très personnel, mais je dirais qu'il y aurait peut-être une discussion à avoir avec des organisations, des vis-à-vis qui ont les mêmes enjeux et de voir qu'est-ce qui est possible de faire, comment s'inspirer des pratiques, avec considérant présentement aussi tous les leviers gouvernementaux sur le maintien au domicile. La question est d'actualité. Il y aurait peut-être une concertation à se faire avec différents acteurs qui ont du milieu, à mes yeux. Voilà. On me dit François ne parle pas, mais je vais parler quand même. Voyez-vous, j'ai aucun contrôle. Ça sera le dernier, s'il te plaît, François, pour ensuite pouvoir conclure et passer la parole à notre directeur général. D'accord. Je vais essayer de ne pas trop gruger ton temps, Patrick. Moi, c'est juste une piste de réflexion que j'aimerais proposer. On parle beaucoup de ce que la coopérative, en tant qu'unité, peut faire pour ses aînés. Je pense que les problèmes dépassent les capacités de la coopérative. Puis quand on parle d'organisation, il y a aussi le mouvement. Et je pense qu'une partie de la réflexion, elle doit être tournée vers qu'est-ce que le mouvement peut faire pour répondre au vieillissement de sa population. Il y a peut-être des mécanismes, peut-être des ressources qu'on peut se donner en tant que mouvement pour que ça fonctionne. Parce que pour un groupe de 28, 70, même 100 personnes, c'est lourd comme responsabilité. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a une réflexion. On parle beaucoup d'individus, on parle beaucoup de l'unité coopérative, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à cette question-là en tant que mouvement. Merci. Merci beaucoup, François. Donc, c'est le mot de la fin. Alors, évidemment, moi, je vais juste vous remercier d'avoir été là, souligner tout le travail qui a été fait pour que cet événement puisse se tenir. Alors, il y a des personnes qui ont travaillé très fort. Et je passe la parole à Patrick Préville, directeur général de la FHCQ
Fédération de l'habitation coopérative du Québec. Et pendant que je le dis, ça lui donne le temps d'arriver. Alors... Je te laisse la place. Merci, Annick. Hey, salut tout le monde. Vraiment, ça me fait tellement plaisir d'être là avec vous ce matin. D'abord, merci d'être là aussi nombreux. Honnêtement, depuis maintenant un peu plus d'1 an que je suis à la tête de la Fédération, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est enrichissant de vous entendre. Il y a ici donc une intelligence collective importante, puis chacun de vous qui êtes venu au micro, là, ça a été, vous avez tenu des propos d'une grande pertinence. Puis mon équipe, là, on a pris des notes là, sur vos demandes, puis vos préoccupations, puis on va y travailler là, avec le conseil d'administration, assurément. Merci Annick pour l'animation. Merci. Merci Julien, Martin, Marie-Claude. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour votre pertinence, votre intelligence, votre éclairage sur ce sujet important du comment vieillir, comment collaborer, comment partager. Ça a été super, super instructif. Merci beaucoup. Vous savez, c'est quand même drôle, hein, le regard qu'on pose sur les autres. Le monde est fait de perception. Le monde est fait de perception. On l'a vu tout à l'heure dans une vidéo là, qui m'a beaucoup ému. Certains ont vu même les yeux pleins d'eau là, de mon côté. C'est une vidéo qui est venue me chercher parce que, justement, on est tellement dans cette perception, comment on regarde les autres. Puis là, ben, on avait un concept de vidéo où des jeunes donc, vont filmer, vont prendre en photo donc, des aînés. Puis donc, il y a un échange au travers de l'image. Puis une connexion qui s'est faite là. Ce qui m'a le plus touché, c'était les regards, les rides, les sourires. Je les ai tellement trouvés beaux. J'ai envie de vous dire ce matin, je vous trouve beaux. Vraiment, vraiment, moi, ça me touche. Quand j'étais petit, je suis devenu grand, mais quand j'ai déjà été très petit, mes grands-parents avaient l'âge que j'ai aujourd'hui. Et mon Dieu, je les trouvais vieux. Aujourd'hui, j'ai l'âge que mes grands-parents avaient quand j'étais petit, puis j'ai 2 petits-enfants de 8 et 10 ans. Puis quand je leur dis « votre vieux père », ils disent « ben non, t'es tellement jeune !» C'est pour dire hein, comment le rapport à l'autre puis la perception qu'on peut avoir sur l'autre, vraiment, c'est modulable. Hein, ça change avec le temps. Aujourd'hui, je regarde ma mère, mon père, je les trouve tellement beaux. Je les trouve beaux, je les trouve grands, je les trouve évolués, je les trouve ouverts d'esprit, hein, de nous voir grandir. Puis je n'élève pas mes enfants exactement comme eux m'ont élevé. Puis ils sont en grande ouverture à ça, ils s'adaptent. Puis ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce qui se passe. Moi, quand j'étais petit, ben, je m'assoyais à la table d'à côté, puis c'était la table des enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont sur mes genoux puis participent à nos discussions. Au début, c'était un choc de culture. Aujourd'hui, c'est du convenu, ça. Donc, ce que je retiens aujourd'hui, c'est justement l'aventure humaine dans laquelle on est, ben, s'inscrit aussi dans une ouverture nécessaire à l'autre, dans le partage. C'est important, ça. Puis comment ça s'opère, tout ça? Bien, en observant l'autre, en regardant comment il fait les choses, en faisant les choses ensemble. On apprend de l'autre comme ça aussi, en communiquant. Tant qu'on communique, bien, il y a cet échange-là, on finit par se comprendre, puis on grandit ensemble. Bien, merci à tous. Merci à l'équipe des communications pour la belle organisation. Merci au comité des aînés de la Fédération qui est à l'origine de l'initiative Aînés transmetteurs de connaissances. Vraiment, je pense qu'on a eu une série d'activités. Ça nous a permis effectivement de transmettre des connaissances, de réfléchir ensemble en mode intelligence collective. Puis, je veux vous noter ici quelque chose, c'est important. Le 12-13 mai prochain, mettez ça à votre agenda. C'est l'AGA de votre fédération. On vous souhaite nombreux, on vous veut nombreux à cet AGA. Donc, ça va se passer ici, donc à l'hôtel Doubletree, donc dans le complexe des Jardins. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de matinée, puis ben, à très bientôt. Merci.